Avant de donner la parole à notre prochain orateur, je voudrais saluer la présence de Sandrine Josso, députée de Loire-Atlantique, qui est ici, et à laquelle je confierai la première question après l'intervention de Marc Robin. Marc Robin, professeur à l'Université de Nantes, responsable scientifique de l'Observatoire régional des risques côtiers, spécialiste du changement climatique et de ses principaux effets attendus sur le littoral régional. Spécialiste, je ne sais pas, mais au courant. Marc. Je ne suis pas un spécialiste du changement climatique, je suis quelqu'un qui travaille sur les problématiques des risques côtiers. Et par cet angle, effectivement, je me suis intéressé au changement climatique, enfin moi et un certain nombre de collègues qui travaillons au sein du laboratoire littoral, environnement, télédétection et géomatique, donc avec mon collègue Mohamed Mahanan, où un certain nombre de collègues s'investissent sur ces sujets. Alors, il m'a été demandé de vous présenter le changement climatique avec une problématique risque en région Pays de la Loire, avec un focus sur la presqu'île guérandaise, ce que je vais essayer de faire. Mais je vais l'aborder avec un double propos. D'abord, le changement climatique est un véritable sujet de société. Il n'y a pas une journée sans qu'on en parle. Et on lui met beaucoup de choses sur le dos. Donc je vais l'aborder en faisant la part des choses entre une approche un peu factuelle, c'est-à-dire l'observation réelle du changement climatique, et le ressenti que l'on a et que tous les citoyens ont par rapport au changement climatique. Je compare souvent ça à la température mesurée à 1,50 m sous abri par Météo France, et la température ressentie par quelqu'un, et il y a toujours un décalage entre les deux. Donc le changement climatique œuvre effectivement sur nos territoires, mais il faut savoir le repositionner à sa juste place. Donc ça va être un petit peu un premier axe. Et un deuxième axe de réflexion, c'est toujours par rapport à la position du changement climatique et des problématiques risques et catastrophes qui se produisent, c'est une réflexion un peu plus élargie sur l'aménagement du territoire, l'aménagement du littoral, qui peut nous faire dire que certains aléas qui se produisent dans certains endroits pourraient passer inaperçus si l'aménagement de cet endroit, de ce territoire, n'était pas ce qu'il est. Vous voyez un petit peu la problématique. Donc il ne s'agit pas de relativiser les choses, mais d'avoir un peu une démarche scientifique en essayant de faire le point de cette question en toute honnêteté et avec beaucoup d'humilité. Je rappelle aussi que le GIEC, c'est pas une parole d'évangile, ce sont que des probabilités. On est sûr d'eux, on est moins sûr d'eux. Donc quand on lit les rapports du GIEC, et je sais que peu de gens lisent réellement les rapports du GIEC, en réalité c'est truffé d'humilité et on se pose beaucoup de questions. Donc le débat, effectivement, ces dernières années, a été largement pollué sur la question. Alors, je m'intéresse plus particulièrement, dans mon propos, à la région Pays de Loire, et on a la chance, entre guillemets, c'est un peu un trait d'humour, d'avoir une région qui présente un certain nombre de zones basses. Vous les voyez sur cette carte. Donc des zones basses en bleu, donc toutes les parties marais maritimes, depuis le sud, le marais Poitevin, le marais breton-vendéen, Noirmoutier, la Brière, bien sûr, les marais de Loire, le marais Salente-Guérande, sur lequel je ferai un focus un peu plus étendu plus tard. Et donc ce sont effectivement des zones qui, par rapport au niveau moyen de la mer, sont en situation de subir un certain nombre d'aléas de type submersion marine, mais aussi inondation continentale, les deux pouvant être en coalescence. Et donc, il y a là un véritable facteur de risque par la configuration de ce littoral. D'autre part, quand on regarde le trait de côte, on a un littoral qui fait à peu près 400 km de long, moins 380 et quelques, tout dépend de l'échelle à laquelle on le mesure. Donc un tiers composé en rouge ici sur la carte de cordons dunaires, donc avec des enjeux d'urbanisation dessus, des cordons dunaires surbaissés topométriquement qui ont un rôle aussi de protection des zones basses à l'arrière. Donc un tiers. Un autre tiers, un petit peu moins d'un tiers, donc concernant plutôt des littoraux rocheux, avec là la problématique du recul des falaises,
de l'érosion, à la fois marine dans les parties basales des falaises et puis météorique pour les parties en haut des falaises, donc précipitation, ruissellement, etc. Donc météorisation, comme on dit en géomorphologie. Donc une autre problématique aussi, là encore, qui se pose en termes de risque. Et le dernier tiers de ce littoral, c'est en gros donc un littoral endigué avec des protections de zones basses à travers des ouvrages de défense côtière. On a donc un panel finalement de situations d'un point de vue scientifique intéressant à suivre. Alors effectivement, sur ce littoral, la question du changement climatique se pose, ne serait-ce qu'à travers cette configuration. Alors, ce qui va nous concerner, c'est plus le risque côtier, c'est-à-dire la définition du risque côtier, et à travers donc une grille de lecture changement climatique. Est-ce que le risque côtier aujourd'hui est plus important qu'hier, et est-ce qu'il est moins important que demain? Est-ce que les aléas vont s'amplifier? Est-ce que les enjeux menacés par ces aléas vont se multiplier? Donc on voit très bien ici... Alors, je borne un peu mon exposé, c'est changement climatique. Je fais partie du groupe, du GIEC qui rédige le rapport pour la région. Donc on s'intéresse effectivement à toutes les variables du changement climatique. Là, je concentrerai plus ma réflexion sur des problématiques associées à l'érosion et à la submersion. Avec ce petit schéma là, que j'ai copié du plan de prévention des risques littoraux, avec la définition de ce qu'est un enjeu et de ce qu'est un aléa, et le croisement des deux aboutissant au risque. Alors vous voyez tout de suite où on peut en venir, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'enjeu, l'aléa est là, mais il ne va pas se traduire par un risque. Donc pour qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait une communion quelque part entre une présence d'enjeu au mauvais endroit et un aléa qui se produit et qui vient impacter cet enjeu. Sur la carte de droite, vous avez donc un extrait du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, en presqu'île, où l'on voit effectivement les grandes zones basses, comme je les ai déjà évoquées dans la diapo précédente, et puis tout un littoral rocheux, sableux, avec aussi des véritables questions de société concernant les risques. Alors là, j'ai listé quelques questions que vous pouvez lire, c'est écrit en tout petit. C'est-à-dire que on peut s'interroger sur la définition du niveau de la mer, puisqu'on pense que le niveau de la mer est immuable, en réalité pas du tout. Donc c'est une première question intéressante à évoquer. Comment varie le niveau de la mer? Quand et comment est-ce que la mer déborde vers la Terre? Donc ça, c'est la problématique de la submersion. Est-ce que la Terre est fixe en regard de la mer? Alors c'est pas une question triviale, puisqu'effectivement, à partir du moment où on fait des observations, il faut être sûr que l'appareil sur lequel l'appareil repose sur la Terre, donc sur un élément, est-ce qu'il est fixe au cours du temps? Donc là, ça renvoie aussi à la qualité des séries d'observations quand on veut étudier ce phénomène. Les enjeux sont-ils bien positionnés dans les terres face aux risques? Donc là, c'est une question extrêmement importante, qui fait aussi débat, puisque sans aller vers une conclusion hâtive, on peut quand même estimer que certains enjeux sont très très mal positionnés par rapport à des problématiques d'aléas. Ensuite, est-ce que la croissance des risques est liée au changement climatique? Et enfin, comment vont évoluer les risques dans le futur? Donc je pense que tout citoyen, finalement, se pose ce genre de questions à un moment donné ou à un autre, par intérêt personnel ou par intérêt professionnel ou par intérêt financier, économique, patrimonial, psychologique, etc. Donc ça, c'est vraiment des questions de fond. Donc on va essayer d'y répondre au cours de cet exposé. Alors pour essayer de répondre à l'ensemble des questions, je vous propose trois lectures de la problématique. D'abord, une réflexion sur les variations lentes du niveau de la mer. Ça nous permet de nous repositionner par rapport à ce niveau de la mer, qui peut apparaître comme une menace. Donc c'est une question qu'il faut bien avoir à l'esprit. Ensuite, dans un deuxième temps, les facteurs plus court terme qui peuvent modifier le niveau de la mer. Donc là, on va discuter un peu des tempêtes, des houles, des surcotes, des périodes de retour de tous ces événements, de la concomitance entre ces événements, pour essayer de décrypter sur le siècle si véritablement le changement climatique agit sur ces éléments dans notre région. On verra que notre région, elle est un peu bénie des dieux quelque part par rapport à ces problématiques, même si on a subi, mon collègue Mohamed Mahanand vous a présenté les tempêtes un peu plus anciennes, on a eu l'épisode Xynthia, mais on est malgré tout dans une région
avec finalement des problématiques moindres que d'autres régions du monde. C'est important aussi de se comparer aux autres, quand on commence à réfléchir à une question comme ça, aussi importante. Et enfin, donc, une troisième partie, les conséquences sur les enjeux, c'est-à-dire que là, avec une entrée plus risque associée à l'aléa érosion, à l'aléa submersion, et puis un petit focus sur les marais salants, juste histoire de se poser quelques questions et de voir finalement si le changement climatique, effectivement, joue un rôle dans la présence de ces risques. Alors, le premier point, donc variation lente du niveau moyen de la mer, je procède comme avec les étudiants, quand je fais un cours, voilà, donc on essaie de balayer l'ensemble des choses, mais là je commence pas trop loin, parce qu'on peut partir de beaucoup plus loin dans le temps. Le statisme, c'est la remontée lente du niveau de la mer, et donc toute la planète aujourd'hui est confrontée à ce problème, et on peut l'aborder à différentes échelles. Donc quand on regarde le statisme sur un temps long, donc on part de 150 000 ans, vous avez ce schéma qui est très intéressant, que l'on retrouve dans beaucoup de bibliographies. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas original. Non, je vais regarder si mon curseur marchait pour monter. On voit la petite flèche, oui, mais bon. Ici, donc, nous sommes aujourd'hui là, donc avec un niveau de la mer moyen qui est à 0. En réalité, il n'est pas tout à fait à 0 le niveau de la mer, il est un petit peu au-dessus. Mais voilà, donc on va simplifier les choses. Et quand on regarde dans le passé, si on regarde par exemple il y a 120 000 ans, on voit que le niveau de la mer était un petit peu au-dessus de ce qu'il est aujourd'hui. On a une marge de manœuvre en disant qu'il était entre 3 à 9 mètres au-dessus du niveau actuel, correspondant donc à, je dirais, la déglaciation complète à peu près du Groenland. Donc ça correspond à une tranche d'eau de 3-5 mètres. Apparemment, donc à l'Éhémien, puisque cette période était l'Éhémien, c'était le dernier interglaciaire, le niveau de la mer était un petit peu plus haut qu'aujourd'hui, mais attention, tout ça à prendre avec des pincettes. Ensuite, la glaciation se produit, le niveau de la mer descend, et il descend donc extrêmement lentement au fil des milliers d'années, vous voyez, avec des différentes périodes. Alors je passe rapidement, sinon je vais déborder largement l'heure. Et puis, en arrivant à 20 000 ans, il atteint son niveau quasiment le plus bas, c'est-à-dire à 120 mètres sous le niveau actuel. Et depuis 18 000 ans à peu près, il remonte extrêmement rapidement, j'oserais dire comme d'habitude, puisque finalement, on vit une nouvelle période interglaciaire, et comme il y en a eu un certain nombre au cours du Quaternaire, le niveau de la mer de moins 120 mètres remonte très rapidement jusqu'à la position actuelle. Donc voilà un petit peu le statisme sur un long terme, donc une mer qui varie énormément. Et pour prendre conscience de ce que représente un niveau de la mer plus bas, j'aime bien cette carte là. Voilà, c'est un petit peu. Alors vous reconnaissez en orange le contour de notre littoral, Sud-Bretagne. Ici vous voyez donc les îles, Belle-Île, etc., Noirmoutier, et ici la presqu'île avec forcément la flèche de Pimbron, voilà la Baule, le Croisic, tout ça. Et on a le littoral, ou l'emplacement du littoral tel qu'il était il y a 14 000 ans, lorsque le niveau de la mer était 70 mètres plus bas. C'est-à-dire que j'aime imaginer être au Croisic et contemplant une vaste plaine verte avec à l'horizon la mer, donc 50 km plus à l'ouest. Donc voilà, déjà, ça pose le problème d'un certain nombre de réflexions sociétales sur cette question de la remontée du niveau de la mer. Quand on prend un petit peu de recul et qu'on dézoome, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a rien de plus instable qu'un trait de côte sur un long terme. Ensuite, je zoome un petit peu, de 100 000 ans, je passe à 10 000 ans. Donc je zoome sur les 10 000 dernières années. Le niveau de la mer donc, remonte, il y a 10 000 ans, il était à peu près à moins 40 mètres. Et puis progressivement, il remonte jusqu'à l'actuel. Et ici, alors les courbes, il y en a une qui n'est pas tout à fait exacte, mais c'est pas grave. Ici, on a une courbe de 10 000 ans jusqu'à l'actuel. Et on voit que la remontée du niveau de la mer commence à s'infléchir. On commence à talonner, donc la courbe devient de moins en moins forte. Donc le niveau de la mer perd de la vitesse, donc il continue de monter, mais il commence à perdre de la vitesse. Il s'essouffle un peu. Et ce qui est intéressant dans ce travail, donc réalisé dans le cadre d'une thèse, c'est la reconstitution finalement des paysages, comme ce que vous venez de voir il y a 14 000 ans, mais cette fois-ci, on voit ici le paysage tel qu'il était lorsque le niveau de la mer était à 32 mètres.
Vous reconnaissez peut-être, alors pas sur celle-là, je vais partir sur celle du haut, l'actuelle, vous reconnaissez le Sud-Vendée, l'Anse de l'Aiguillon, l'île de Ré, l'île d'Oléron, les Pertuis. Donc, il y a 32 000 ans, on voit que la courbe marine est encore au large, hein, assez loin, au large des îles, hein, de l'île de Ré, de l'île d'Oléron, donc la mer monte assez vite. Et on voit que tout ça, c'est une vaste plaine alluviale. Donc, lorsqu'il est à moins 17 mètres, donc il y a 8 000 ans, on voit que la mer commence à rentrer, à pousser des bras donc, dans ce qui va devenir le futur marais Poitevin. Et puis, à moins 10 mètres, la mer a envahi le marais Poitevin, donc elle s'est installée. Mais simplement, on voit que le niveau de la mer commence à perdre de la vitesse. Donc, quelque part, et c'est le principe, lorsque la mer monte vite, elle gagne sur la terre, mais quand elle commence à s'arrêter de monter très vite et qu'elle commence même à stagner, eh bien toutes ces zones se colmatent. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple et qui est mesuré de façon très précise. Hein. Par exemple, le marais Salente-Guérande, c'est une lagune qui a vocation à se colmater puisque le niveau de la mer diminue, hein, donc il continue d'augmenter, mais il augmente moins vite. Donc là, on voit donc l'état donc à moins 10 mètres, et puis l'état actuel, effectivement, où, vous voyez, en l'espace de moins de 10 000 ans, bien, le marais Poitevin s'est totalement colmaté et bordé par ces cordons dunaires, ces flèches qui se construisent, hein, la flèche d'Arcet étant la plus récente, hein, puisque voilà, il y a 6 siècles, la flèche d'Arcet n'existait quasiment pas, hein, et la Faute-sur-Mer a été construite sur une flèche en très rapide évolution, et la partie qui était particulièrement impactée a été construite sur une partie de la flèche qui avait moins de 4 siècles. Donc là encore, c'est important, comme le disait mon collègue Mohamed Mahanan en parlant un petit peu de la mémoire, de garder à l'esprit que voilà, on aménage parfois sur des secteurs qui sont en déséquilibre chronique, et c'est très dangereux d'oublier un petit peu ces choses. Donc il n'y a pas simplement la mémoire des événements et de la société, il y a aussi la lecture de l'environnement dans lequel on vit. Je zoome encore pour arriver donc sur un plus court terme. Alors qu'est-ce qui se passe entre les diapositives précédentes et celle-ci? C'est que là, on arrive finalement sur les 2 derniers siècles à un moment donné où les hommes commencent à instrumenter véritablement les choses. Donc on commence à avoir des mesures, hein, très précises. Donc il n'y a plus de documents juridiques, de documents mémoriels. Ce sont vraiment des mesures extrêmement fines, hein, que l'on peut, comme l'a montré Mohamed tout à l'heure, donc remonter dans le temps à travers, par exemple, la lecture de chroniques sédimentaires ou à travers de la dendrochronologie, hein, dans les écorces d'arbres. Mais ici, on a des mesures directes. Donc on va pouvoir commencer à mesurer directement ce qui se passe. Donc les premières mesures qui sont très efficaces, c'est les mesures du niveau moyen de la mer. Les plus anciennes mesures remontent au XVIIe siècle à Amsterdam. C'est le premier marégraphe mondial qui a été installé. Donc on a toute une série complète avec des trous par-ci par-là, puisque l'appareil n'a pas toujours bien fonctionné, et celui qui devait relever les choses à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'internet, pas d'informatique, et bien parfois il oubliait, ou c'était mal fait, ou les feuilles ont été perdues, voilà. Donc il y a des trous dans les chroniques, mais malgré tout. Alors ici en région, donc en France, on a la série marégraphique la plus longue, c'est celle de Brest, et celle de Marseille est un petit peu moins longue que celle de Brest, mais nous on a la chance d'avoir une série marégraphique qui est quand même très longue, et Yann Ferret, donc, du Chaume, en 2016, a reconstruit la série marégraphique de Saint-Nazaire, que vous avez ici, hein, que vous pouvez d'ailleurs retrouver, hein, télécharger. Voilà, vous avez le rapport du Chaume, qui est très intéressante. Alors, c'est une hypothèse, c'est-à-dire que c'est une mesure moyenne de la remontée du niveau de la mer, donc, qui a été particulièrement travaillée, car toute la difficulté aussi, c'est que quand l'onde de marée arrive quelque part et qu'un appareil la mesure, surtout quand on est sur plus d'un siècle ou un siècle et demi, eh bien l'environnement change. Et vous savez tous que l'estuaire de la Loire a particulièrement changé avec tous les travaux qui ont été faits depuis un siècle, hein, pour aménager la chenalisation, donc avec des conséquences jusque dans Nantes et même au-delà. Au niveau de l'onde de marée et de la géométrie de l'estuaire ayant changé, il a fallu forcément tenir compte de ça, sinon il y avait des biais partout dans la série marégraphique. Donc voilà le résultat qui est très intéressant. Donc on voit ici qu'on a finalement en 1866 un niveau moyen de la mer qui est aux environs de 3,45 m, 3,46 m côte marine. Et on est aujourd'hui, en 2016, on voit que finalement le niveau de la mer a augmenté de quasiment 15 cm, c'est-à-dire qu'on a un rythme à peu près d'évolution du niveau de la mer d'1 mm par an. 1 mm par an, donc 1 cm tous les 10 ans, ça fait donc 10 cm par siècle, ça fait donc à peu près 15 cm.
Donc ça, c'est un fait. Donc voilà, là, c'est un fait, le niveau de la mer monte à peu près avec ce rythme. Je vous ai mis un extrait du réseau Sonel, pour ceux qui aiment bien vérifier par eux-mêmes les données. C'est la même chose, on voit que ici, on démarre en 1850, ça démarre un peu plus loin dans le temps, mais il y a eu un trou là dans la série, et on voit effectivement qu'on a une forme qui n'est pas linéaire, on sent qu'il y a une petite accélération là sur la fin du siècle, et aujourd'hui, jusqu'en 2020, on voit qu'on a une petite accélération. C'est un graphique que j'ai extrait du site il y a 3-4 jours, donc il est très récent. Je fais un zoom maintenant sur la remontée du niveau de la mer à Saint-Nazaire sur les 50 dernières années. Et effectivement, vous avez toutes les variations liées à d'autres phénomènes, mais quand on regarde globalement la courbe, on voit très très bien qu'on a une poursuite de la remontée du niveau de la mer. Il semblerait visuellement peut-être une très légère inflexion à partir de 2000 et une légère accélération. Donc voilà, ça c'est une réalité. Maintenant, si je regarde sur un beaucoup plus court terme, sur les 30 dernières années, là je reprends un travail fait par des collègues du Lagos, qui est un laboratoire donc à Toulouse qui travaille sur ces sujets. Donc là, la dernière mesure, elle a été actualisée il n'y a pas longtemps, mais voilà, j'ai pas eu le temps de l'intégrer. La dernière mesure ici remonte au 14 septembre 2020. C'est donc autre chose encore en matière de mesure du niveau de la mer. C'est plus une approche de marée grave, mais c'est une approche d'altimétrie radar, d'altimétrie satellite. Donc là, c'est une espèce de moyenne mondiale qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui montre quand même une augmentation rapide depuis 30 ans du niveau de la mer. Et on est à peu près sur une base mondiale de 3 mm 42, c'est le dernier chiffre officiel du GIEC, qui a été intégré dans le GIEC. Donc ça, c'est la moyenne mondiale. Mais attention, la première question qui se pose, nous, on est à 1 mm, 1 mm et demi, au niveau mondial, on est à 3. Effectivement, la mer ne remonte pas partout de la même façon. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer dans nos réflexions. Mais enfin, voilà un petit peu l'état des lieux. Alors, dernier questionnement, la projection de l'eustatisme, que va-t-il se passer sur un siècle et même sur 2 ou 3 siècles? Alors là, on entre dans un domaine d'incertitude terrible, et le sujet est expédié à travers ces fameux donc, scénarios dont on parle, et qui, selon que l'on soit efficace dans notre réaction ou que l'on ne soit pas dans notre réaction et notre participation à l'accélération constatée donc, sur les 30-40 dernières années de la remontée du niveau de la mer, puisqu'il ne faut pas nier le fait, effectivement, que le début de l'Anthropocène et depuis le début de la révolution industrielle, donc l'humanité contribue donc à une petite accélération de l'eustatisme à travers, effectivement, ces différentes manifestations et sa participation au réchauffement climatique, donc à un petit réchauffement climatique, mais je vous montrerai une courbe tout à l'heure aussi qui est assez intéressante de ce point de vue-là. Eh bien, selon que la société se prend en main ou pas, on a différents scénarios, donc des scénarios pessimistes où la société ne fait rien, ce qu'on appelle donc le RCP 2.6, jusqu'au scénario le plus, le pire, où chaque humain, chaque société se fiche un peu de ce qui se passe dans le futur, et on ira vers un scénario de type plutôt 8.5. Donc ça, ce sont des watts par mètre carré. C'est une estimation du bilan radiatif, la contribution de la société donc au réchauffement planétaire. Donc quand on voit, sur un scénario bas, le bleu, celui que tout le monde espère, on envoie le niveau de la mer, donc à l'horizon 2100, on est sur une base de 43 cm, et alors là encore, c'est un scénario mondial, pas du tout décliné par région. Et sur un scénario très très négatif pour tout le monde, donc sur le RCP 8.5, on est plutôt sur une base de 84 cm à la fin du siècle. Alors, ces valeurs, si je prends par exemple le scénario négatif 84 cm, il y a des marges d'incertitude, c'est-à-dire qu'on est entre 60 et 1,10 m. On ne sait pas trop. Effectivement, tout peut changer. Il y a aussi des phénomènes de bifurcation. C'est un peu compliqué, mais en gros, voilà à quoi il faut s'attendre. C'est-à-dire qu'à la fin du siècle, il faut s'attendre peut-être à quelque chose d'intermédiaire, ou peut-être... C'est très très difficile donc à évaluer. On va y revenir un petit peu. Donc voilà un petit peu l'état des lieux, des choses. Alors maintenant, si on régionalise, ça c'est une vision mondiale. Maintenant, on regarde un peu plus précisément au niveau de notre région. Au niveau de notre région, on est dans une région avec une remontée qui est de l'ordre sur le dernier siècle,
enfin là, en réalité, ce sont des données qui sont traitées depuis 70. On est sur une base effectivement de 1 à 2 mm par an. Et on fait partie d'une zone où le niveau de l'eau attendu, si on est sur un RCP très très négatif, c'est-à-dire le scénario le pire, on serait sur une remontée comprise entre 60 et 70 cm. Donc cette carte a la vertu de montrer un petit peu comment se passent les autres secteurs de la région. Donc ça nous positionne par rapport aux autres. On voit qu'en France, eh bien, on est à peu près comme les autres, hein, effectivement. Par contre, vous voyez, ici, il y a, comment dire, en mer du Nord, il y a des préoccupations à se faire. Hein. Effectivement, les littoraux vont certainement être très, très éprouvés sur les 80 prochaines années. Par contre, il y a des endroits, vous voyez, c'est intéressant, la mer, ici, descend, hein, en Baltique. Donc voilà, quand je vous disais qu'il ne fallait pas raisonner de façon mondiale, mais régionaliser les choses, pourquoi est-ce que la mer descend en Baltique? C'est qu'elle monte aussi, presque à la même vitesse, mais simplement le continent monte plus vite que la mer, hein, pour ce qu'on appelle le rebond isostasique. Avec la fonte d'à peu près 2 km de glace, eh bien, la marge continentale, voilà, comme quand on appuie sur quelque chose, ça remonte. Et du coup, voilà, il y a une forme de compensation de cette remontée. Donc ce sont des pays avec des plages qui avancent. Hein. Donc c'est assez intéressant. Voilà, donc... alors, j'ai repris les données de réanalyse actuelles sur lesquelles sont fondés tous les modèles climatiques. Et j'ai pris le point là qui concerne le carré de modélisation qui correspond au Pays de la Loire pour essayer d'avoir les valeurs plus précises. Donc ici, sur un scénario 2.6, en 2050, on peut s'attendre à 21 cm de remontée, et 2100, on est à, j'ai du mal à lire, 40 cm. Voilà, donc avec un scénario RCP 2.6, donc un bon scénario. Avec un scénario très très négatif, si la planète passe en scénario 8.5, en région, les modèles nous envoient donc une remontée du niveau de la mer en 2050 de 24 cm et de 64 cm donc en 2100. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que, quel que soit le scénario, 2050, c'est demain, eh bien, que le scénario soit positif ou négatif, en 8.5, on est à 24 cm, et en 2.6, on est à 21 cm. Vous voyez? Quels que soient les scénarios, jusqu'à 2050, on est à peu près à l'aise. À partir de 2050, il y a une divergence très nette des scénarios, avec une accélération des écarts. Et là, effectivement, vous voyez, en 2100, on passe de 40 cm à 64 cm. Donc il y a une petite différence quand même assez nette. Enfin voilà, donc je dirais factuellement les choses aujourd'hui, le niveau de connaissance qu'on peut avoir sur les projections du futur, on ne peut pas en dire plus. Alors, à partir de là, est-ce que c'est un problème? Alors, il y a d'autres problèmes qui vont venir se greffer là-dessus. Donc le statisme, c'est une remontée lente du niveau de la mer, hein, qui obéit à des règles astronomiques. Enfin, on pourrait expliquer effectivement tous les facteurs sans trop de difficultés. Mais à cela viennent se surajouter, dans notre quotidien, d'autres facteurs qui font que la mer, elle peut être plus haute à certains moments qu'à d'autres. Donc ces autres facteurs, quels sont-ils? Bien sûr, vous les connaissez tous. Hein. C'est principalement les tempêtes. Donc en réalité, quand vous observez le niveau de la mer à un instant T, quand vous irez, si vous allez à Pimbron, vous regardez le niveau de la mer, à l'instant T, il faut essayer d'avoir à l'esprit l'ensemble des contributions de ce niveau de la mer. C'est-à-dire que ce que vous observez, c'est le niveau de la mer qui est sur une courbe qui remonte doucement depuis 10 000 ans, donc vous êtes sur une phase statique positive. Ensuite, à l'instant où vous l'observez, la marée est à un certain niveau. Donc, si vous êtes à marée haute, ben voilà, elle est là. Ensuite, s'il y a une petite dépression barométrique, eh bien, il est encore un petit peu plus haut. S'il y a un petit coup de vent d'ouest, il est encore un petit peu plus haut. Si vous avez de la houle, il y a un wave setup, il est encore un petit peu plus haut, etc., etc. Et encore, si on est en oscillation nord-atlantique positive, il est un petit peu plus haut, parce qu'il y a des ondes qui se baladent dans l'océan et qui font varier le niveau de la mer de 20-30 cm. Ça peut durer 6 mois, 1 an, etc. Donc, il y a toute une série de contributions qui font que le moment où vous observez le niveau de la mer, il y a plein de choses qui interviennent à différents pas de temps. Donc ça, c'est ça qui est le plus important finalement pour analyser le risque côtier. C'est la combinaison de tous ces processus qui aboutissent au niveau de la mer tel qu'il est observé à l'instant T. Là, je prends l'exemple de Xynthia tout simple, en prenant quelques variables de Xynthia. Donc Xynthia, on en a parlé tout à l'heure.
Donc dans le trek, le niveau était à peu près à 4,22 m. Ça veut dire quoi? 4,22 m, ça veut dire qu'on est sur une courbe statique qui, au 27-28 février 2010, est à tel endroit, donc correspondant, on va dire, au niveau moyen de la mer, auquel on va rajouter une marée, donc coefficient de 102. C'est-à-dire que lorsqu'on est au niveau de la marée haute, ça nous emmène donc une tranche d'eau supplémentaire de 2,89 m au pic de la marée. Ensuite, on a une surcote barométrique, donc une forte dépression qui fait que la pression baissant sur le niveau marin, il monte, plus une surcote dynamique, donc les surcotes B et D, avec un fort afflux d'ouest. Donc tout ça nous envoie une tranche d'eau supplémentaire d'1,33 m. On avait 160 km de vent, une pression de 969 hectopascales. Et puis, si vous êtes dans le trek, c'est tout, ça s'arrête là. Mais si vous êtes sur la Turballe ou sur un secteur exposé, vous avez de la houle qui est très forte ce jour-là. Et donc, la houle surélève aussi le plan d'eau, ce qu'on appelle le wave setup. Et donc, ça vous rajoute 28 cm. Donc, quand vous faites addition de tout ça, vous arrivez à une cote NGF de 4,22 m. Et voilà, le moment où le marégraphe va enregistrer la cote, eh bien, il faut penser que c'est toutes ces ondes, finalement, à différents pas de temps, qui s'accumulent et qui amènent la cote à 4,22 m. Alors, chaque onde, finalement, qui participe à cette cote a sa propre vie. La marée, ici, on est sur une marée semi-diurne. Le statisme, vous voyez, le rythme de l'eustatisme, le rythme d'une marée, le rythme d'une houle, le rythme d'une onde de tempête. Chaque processus, finalement, lorsqu'il arrive en concomitance, eh bien, génère, finalement, un niveau de la mer qui commence à poser des problèmes par rapport aux enjeux qui sont derrière. Là, j'ai rajouté ici la surcote Xynthia qui est liée à 41, alors à la Rochelle-la-Palisse. Vous avez ici en rouge, là, c'est un graphique aussi qui circule partout. La marée qui est, vous avez la marée prédite, donc astronomique en rouge, et puis vous avez en bleu la marée qui est observée. Donc l'écart entre les deux, ce sont les contributions, donc à la fois du vent pour 41%, de la dépression, 23%, la surcote liée aux vagues, 19%, et 17%, pas trop expliqué, enfin on peut creuser, mais on pourrait trouver une explication, mais voilà. Très rapidement, c'est ça une problématique. Alors, il y a des littoraux qui sont plus ou moins, comment dire, il y a des configurations spatiales, littorales, qui sont propices à la survenue de ces événements qui sont les plus destructeurs. Ici, vous avez donc un petit travail fait par Météo France qui recense les principales baies de France avec le maximum des surcotes enregistrées. Et vous pouvez voir, effectivement, vous avez la baie du Mont-Saint-Michel avec des surcotes possibles jusqu'à plus de 2,50 m, etc. Donc on voit effectivement que la configuration géomorphologique, la configuration littorale peut amplifier ces ondes de tempête. Nous, alors, je mets en bleu ici la zone, donc on a forcément la partie Loire et puis la partie baie de Vilaine, donc on a deux pics, et on voit qu'on peut avoir des surcotes qui, théoriquement, pourraient arriver à un peu moins de 2 mètres, donc 1,90 m. Pour l'instant, on n'a pas encore éprouvé, à l'heure actuelle, des surcotes aussi importantes. Ou, mais vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure, on a pu avoir des surcotes aussi importantes, mais elles ne sont pas tombées à marée haute. Ce qui veut dire que quand vous avez une très forte surcote à marée basse, ça s'est produit lors des tempêtes Lothar et Martin, donc, ou de la tempête Klaus à Brest, où j'ai vu la marée ne pas descendre. Donc on avait une surcote qui était vraiment catastrophique, et la marée, elle est intervenue à marée basse, donc elle est venue, la mer a monté, donc marée haute, elle est descendue, la surcote est arrivée, donc la mer n'est pas descendue, parce qu'au fur et à mesure que la mer se retirait, la surcote, l'onde de tempête rentrait en rade de Brest, et donc on imagine ce qui s'est passé avec Cynthia, manque de peau, là elles étaient en phase, la marée a monté, et l'onde de tempête est arrivée exactement au même moment, mais on va préciser ça après. Donc ça veut dire que au cours de l'histoire, on note beaucoup de surcotes. Là, je tire ce document que vous pouvez aussi, certains connaissent bien sûr, la stratégie locale gestion du risque d'inondation. Vous avez des tableaux, là c'est juste un tableau qui vous montre les différentes surcotes et submersions associées qui ont été recensées dans l'histoire par le bureau d'études et puis les partenaires qui ont constitué cette stratégie. Mohamed Mahanan vous a montré ce matin aussi un certain nombre de tempêtes un peu plus anciennes. Voilà, donc on peut recenser l'ensemble des tempêtes. Et la vraie question qui se pose et qui fait qu'on est ici aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'hier ? Donc déjà, il a commencé à apporter une première réponse à travers la documentation de ces tempêtes.
Et je vais essayer d'y répondre juste après. Donc voilà, on liste effectivement ces surcotes et ces tempêtes. Et ici, on est dans un secteur où, si vous regardez ce schéma, effectivement, on a un littoral favorable à la survenue d'ondes de tempête. Et donc, par la configuration géométrique du littoral, on a effectivement des problématiques de surcote et donc de submersion qui sont, au cours de l'histoire, connues de très longue date. Donc, il n'y a pas de surprise à avoir. Juste, j'attirerai votre attention pour dire qu'une submersion marine en 1701 sur le cordon lunaire de la Baule n'impactait pas beaucoup d'enjeux. Mais je vais y revenir. Alors, maintenant, je regarde encore un fait. Donc là, j'ai repris des données de réanalyse. Enfin, je ne veux pas m'appesantir là-dessus, mais voilà, c'est des données qui recompilent un peu l'ensemble de la connaissance humaine sur certains sujets. Et ici, je regarde l'évolution des surcotes sur un point qui se situe à côté de l'île Dieu. Donc j'ai mis les coordonnées bon, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais enfin voilà. Donc c'est un point de réanalyse avec une série finalement à la fois d'observation et de modélisation depuis 1958. Mais là, il y a des trous dans la raquette. Et j'extrais simplement la variable surcote, c'est-à-dire qu'on a l'oscillation du niveau de la mer avec les marées, et donc quand la mer est un peu plus haute qu'une marée, on a une surcote. Si elle est un peu plus basse, c'est qu'on a une décote. Donc c'est lié à des phénomènes atmosphériques, pression, et puis force du vent. Et quand on regarde finalement ce bilan sur plus d'un demi-siècle, on essaie de trouver des tendances. On voit effectivement apparaître une saisonnalité très, très nette dans le signal. On voit très bien, il y a des moments où il y a plus de surcote qu'à d'autres moments, ou de décote d'ailleurs. Donc à la fois des périodes anticycloniques, de dépression. Donc il y a une rythmique climatique qui apparaît très bien. Mais quand on regarde sur l'ensemble de la série, on ne voit pas de surcote plus importante aujourd'hui qu'hier sur cette période temporelle. Ni de décote d'ailleurs. Donc voilà, on se dit, on a une espèce de constante là avec... des phases d'anticyclone, des phases de dépression, et puis donc on a un niveau de la mer qui est un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus haut, un peu plus bas, et puis c'est comme ça. Météo France a fait un recensement des différentes tempêtes, et là par exemple en prenant les 40 tempêtes majeures en France depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, donc elles sont classées selon les indices de sévérité, donc qui tiennent compte à la fois de la force du vent, de la puissance destructive de la tempête, et puis de la spatialisation de l'impact de la tempête sur le territoire. Mais quand on regarde un graphique comme ça, et si on commence d'ailleurs à essayer d'y mettre des courbes de tendance pour voir si on a plus de tempêtes ou moins de tempêtes, non, en réalité, on se rend compte qu'on a toujours des tempêtes, avec parfois des tempêtes très fortes, parfois très impactantes, parfois moins impactantes. Donc on parle de Xynthia. Vous voyez que Xynthia n'est pas la tempête la plus sévère que l'on ait rencontrée. Lothar et Martin sont des tempêtes quasiment de niveau pluricentenal, beaucoup plus puissantes, mais vous voyez, les tempêtes Viviane, Hertha, etc., étaient plus fortes que Xynthia. Alors après, on peut se dire pourquoi Xynthia, on s'en souvient, parce qu'il y a cette concomitance dont on va reparler maintenant. Les vents, un collègue aussi de l'université a fait un petit travail à partir des relevés de Météo France pour analyser les vents maximaux instantanés. C'est une des variables possibles. Et on constate finalement que les vents ne sont pas plus puissants et même ont tendance, le vent maximal instantané a tendance à décroître un petit peu sur une série statistique qui court de 1958 jusqu'à 2010. Donc voilà, ça aussi, ce sont des faits. Après, forcément, on peut toujours dire que c'est une fake news, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que les vents ne sont pas plus puissants aujourd'hui qu'hier. Même chose au niveau des houles. On s'intéresse aux houles pour les problématiques d'érosion. Les houles sont-elles plus fortes aujourd'hui qu'hier ? Là, c'est pareil. On a une série de 58 à 2016. Et ici, vous voyez donc le rythme des houles. Et on voit... là, c'est la hauteur significative des houles à un point de réanalyse. Et on voit que sur le demi-siècle... il n'y a pas des houles plus importantes. Alors bon, on pourrait trouver des outils statistiques pour en sortir une métrique peut-être de cette série plus fine, mais je vous garantis qu'on a bien regardé toutes ces choses-là, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire que les houles sont les mêmes aujourd'hui qu'hier. Donc c'est pas quelque chose qui est trivial. Alors maintenant, ce qui peut changer, c'est une question aussi d'angle, d'attaque de la réflexion, la concomitance. C'est-à-dire le fait que plusieurs événements arrivent en même temps. Donc ici, par exemple, sur ce graphique, je mets ici, lors de l'épisode de Xynthia, je mets la série marégraphique ici, en rouge. Donc vous avez la marée, prédite, donc là, prédite par le CHOM. Ensuite, je mets
les houles sur un point de réanalyse que j'ai positionné toujours au large de Villedieu. Et vous voyez que vous avez donc des houles 3 mètres en moyenne, 4 mètres, et on a un pic qui arrive à 6 mètres ici, et puis après ça redescend. Donc la tempête passe, l'énergie est maximale, et puis ensuite, hop, là, ça diminue un petit peu. Et puis après, on regarde les éléments associés aux surcotes barométriques et les flux d'eau à la côte qui génèrent cette surcote, donc, qui intègrent l'ensemble de l'information pour produire cette surcote ici. Donc toujours, tout ça c'est à l'Île-Dieu. Hein. Enfin, c'est un point de réanalyse qui est à côté de l'Île-Dieu. Donc on voit très bien qu'à un moment donné, le maximum de la surcote ici est à un peu plus d'1 mètre. On a des houles de 6 mètres et on a une marée haute avec un coefficient de 102 qui est à un peu moins de 6 mètres. On n'est pas loin de la 102, c'est pas la PHMA, mais on n'est pas loin. Et vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que tout est à peu près en phase. Donc les 3 choses arrivent en même temps. Donc Cynthia en elle-même, c'est pas... je dirais sa caractéristique, c'est ça, c'est-à-dire que tout arrive en même temps. Donc à partir de là, l'exercice que je vous propose, c'est de dire est-ce que Cynthia finalement est une tempête exceptionnelle, et est-ce que depuis là je prends les données de réanalyse depuis 1967 jusqu'à 2016, donc ça fait quand même une série statistique assez conséquente. Est-ce que c'était un cas exceptionnel, ou est-ce que finalement ça se répète, ou est-ce qu'on voit une rythmique apparaître en matière de tempête? Donc je fais simplement des requêtes toutes simples dans une base de données avec en l'étape toutes les valeurs horaires de l'ensemble des paramètres. J'en prends 3. Donc d'abord je pars de Cynthia qui est caractérisée par une hauteur significative de houle de 5,99 m, une hauteur de marée de 2,95 m en cote NGF, là je suis passé en NGF, hein. Et puis une surcote de 1,30 m, donc elle est ici, hein, Cynthia, sur la série statistique. Et je regarde toutes les 3 variables et je les remonte jusqu'en 1967 pour voir un peu ce qui se passe. Et qu'est-ce que j'observe? Alors, j'ai pas mis la cote pile poil Cynthia, j'ai mis un petit peu, des houles significatives supérieures à 5,90 m et une hauteur de marée supérieure à 2,89 m. Hein, donc c'est presque une marée haute avec un coefficient de 102 et une surcote supérieure à 0,5. J'ai pas mis une surcote plus importante pour essayer de sortir quand même quelques événements et me dire est-ce que finalement j'observe depuis une 50aine d'années une augmentation du nombre d'événements susceptibles de produire Cynthia. Et j'observe finalement la présence d'un certain nombre d'événements. Donc ceux-là, ils sont un petit peu inférieurs à Cynthia parce que dans mes requêtes, j'ai mis un petit peu moins. Mais qu'est-ce qui marque le plus? Ce qui marque le plus, c'est que finalement, on en a régulièrement. Ça se disperse comme ça, il y en a un peu régulièrement au fil du temps. C'est-à-dire qu'on a toujours finalement des fortes tempêtes avec des conditions qui, combinées avec une combinaison avec des maximums un peu inférieurs à ce qu'a eu Cynthia, sont là et seraient susceptibles de produire un effet Cynthia. Donc Cynthia, effectivement, on a tendance à dire que c'est la référence. Hein. De toute façon, que Cynthia, c'est la tempête centenale, mais en réalité, à chaque fois, on n'est pas loin depuis 50 ans, on n'est pas loin de cette puissance de tempête. Et quelque part, en tous les cas, c'est le deuxième enseignement de cet exercice, on ne voit pas d'accélération actuelle, particulièrement d'événements de ce type. Ces événements de ce type ont certainement toujours quasiment existé. Enfin, du moins, toujours, oui, et l'histoire le montre. Alors, la question qui se pose, c'est effectivement, on met quand même en évidence un certain nombre de tempêtes assez bien réparties au cours du temps, et on peut se poser la question sur, parce qu'on dit aujourd'hui, et c'est pour ça que je démarrais tout à l'heure en parlant du ressenti, ça va un peu à l'encontre du ressenti qu'on peut avoir quand on discute avec des gens qui vont en mer. Certains disent il y a plus de vagues, ou à la côte, voilà, ça n'a jamais submergé autant. Enfin, ça, c'est le ressenti. Mais dans les faits, quand on passe au crible toutes les variables, on voit qu'il n'y a pas d'accélération particulière sur ces variables. Je ne parle pas de la remontée du niveau de la mer qui est avérée. Eh bien, on peut se poser la question, est-ce que, quand on s'intéresse au futur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va continuer comme ça, ou est-ce qu'on va avoir un renforcement des tempêtes? Donc là, c'était juste aussi pour faire le lien avec cette diapositive et ce que disait Mohamed Manahan en première partie. Si vous regardez, par exemple, sur les 10 000 dernières années, là,
Ici, on a des... Alors, je ne veux pas décrire ça parce que je déborderai un peu le temps. Vous avez des périodes où vous avez des petits refroidissements et des petits réchauffements, des petits refroidissements, des petits réchauffements. Si vous regardez ici, par exemple, on est sur la phase dite anthropocène, on est sur une phase de réchauffement du climat. Alors attention, c'est 1 ou 2 degrés max. Ça fait suite au petit âge glaciaire, 15e, 16e siècle, où la température était 1 à 2 degrés plus faible. Et, attendez, hop là. Voilà. Et avant, on avait l'optimum médiéval, et puis après, on avait un petit refroidissement, puis ensuite, on a eu l'optimum romain, etc. Donc, on a des phases comme ça, et on se rend compte, et ça, c'était le travail d'un thésard là, que Mohamed et moi avons encadré, et donc Mohamed travaille aussi sur ces sujets, c'est, je dirais, une certaine corrélation, finalement, entre la puissance des événements extrêmes et puis ces petites périodes de refroidissement temporaire du climat qui peuvent durer un siècle et demi, 2 siècles. Et là, la question qu'on se pose, c'est qu'en ce moment, on a eu la tempête Xynthia, on a des événements importants, mais on n'a pas des événements... Alors, Xynthia a été catastrophique, mais j'y reviendrai dans ma 3e partie, mais on pourrait avoir des événements beaucoup plus puissants. Mais je dirais que c'est la contrepartie du changement climatique et du réchauffement actuel. C'est comme à l'époque de l'optimum médiéval ou de l'optimum romain, on a proportionnellement, probablement, moins de tempêtes dans ces phases. Donc ça veut dire que là, puisque on est sur une phase où le réchauffement climatique est avéré, on a probablement nos latitudes, je parle bien, peut-être un petit peu moins de tempêtes que ce qu'on pourrait avoir si on était, par exemple, entre le 15e et le 16e siècle, où on pourrait avoir des tempêtes qu'on peut appeler raz-de-marée, ce que l'on veut, mais qui sont extrêmement destructrices. Mais fort heureusement, les enjeux ne sont pas disposés de la même façon sur ces siècles passés. Alors pourtant, on voit encore ce genre de ça, c'est un travail qui vient d'être publié dans une revue, c'est dans une revue donc internationale, où l'on voit ici, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe par rapport à ce que l'on peut vivre dans nos sociétés et ce qui se passe vu au niveau mondial. On a ici, vous avez des diagrammes. Un diagramme avec des colonnes grises qui remontent assez vite, et on voit que finalement, par exemple, si je me projette avec un niveau de la mer à 0,4 mètres, c'est-à-dire 40 cm, ce niveau donc, qui sera atteint avec un scénario bas en 2100 sera atteint avec un scénario 8.5 en 2065, etc. Et donc ça correspond finalement à une estimation mondiale du nombre d'heures de submersion qui frappe l'ensemble des littoraux mondiaux. Donc finalement, en gros, quand vous avez 20, ça veut dire que vous avez à peu près 20 ans cumulés par an de submersion. Et on voit la façon dont la projection finalement montre une entrée assez catastrophique finalement dans la probabilité de submersion des zones basses sur l'ensemble planétaire. Alors ce genre de choses marche très bien dans les revues internationales, mais après quand on le décline au quotidien, on se rend compte qu'il y a pas mal de biais dans la qualité des données utilisées, puisque dès lors qu'on fait quelque chose au niveau mondial, c'est un peu compliqué. Mais là, ça dépasse un peu le lieu de cette conférence. Je veux passer assez rapidement, parce que je vois qu'il est... Je voudrais pas trop... Ah non, je peux continuer tranquillement ? Pas tranquillement. Pas tranquillement. Donc je voulais juste aussi faire un point, avant de passer à la 3e et dernière partie, sur les précipitations, puisque c'est un problème aussi quand on travaille sur les problèmes d'érosion de falaises ou d'inondation dans les bassins versants continentaux. Pareil, quand on reprend les données de réanalyse depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas de différence de précipitation. C'est la même chose. Il n'y a pas de rythmique particulière qui apparaissent et qui serait susceptible d'être imputable à un changement climatique long terme. Donc il y a des cycles en relation avec l'oscillation nord-atlantique, etc. Mais il n'y a pas véritablement... Voilà. J'arrive, 3e partie, les conséquences sur les enjeux. Donc là, juste un rappel visuel, voilà, donc ça on le sait, la baie de la Baule et puis la baie de la Baule sur la carte d'état-major, on voit aucune maison. Donc voilà, c'est une première réponse aux questions qu'on peut se poser par rapport à l'augmentation des risques associés notamment d'abord à l'érosion. Alors, les rythmes de l'érosion, quand on étudie les séries morphologiques pour essayer de voir si on a de l'érosion qui augmente ou qui diminue, on a une érosion qui existe en région avec des spots d'érosion que cette carte vous montre en rouge. Mais globalement, quand on essaie d'étudier, bon là c'est sur la Turballe par exemple, je vais aller directement sur ça, quand on essaie d'étudier finalement le rythme de l'érosion des falaises ou le rythme d'érosion des cordons dunaires, il y a de l'érosion, il y a parfois des phases d'accrétion qui succèdent, ça dépend des tempêtes, mais en gros, il n'y a pas d'accélération ou de diminution. Je serais incapable aujourd'hui de vous dire si l'érosion augmente avec le changement climatique. Ici, par exemple, c'est la reconstitution de la plus longue série finalement que l'on ait, là, c'est sur un travail en cours sur le Pays de Mont.
avec ici, je dirais, l'ensemble du littoral qui est représenté à travers des petits bâtons de différentes couleurs. Quand c'est rouge, c'est de l'érosion, quand c'est bleu, c'est de l'accrétion, avec des pas de temps qui démarrent en 1830 et ensuite qui vont jusqu'en 2016 ici. Donc on a, oui, par tranche ainsi des périodes temporelles, et on regarde donc si le littoral il avance ou recule par période temporelle, et on aboutit à ce genre de choses où on voit des périodes où on a des événements majeurs, hein, par exemple Xynthia, là on voit l'ensemble du littoral a été affecté en rouge, mais ça succède une période tout de suite d'accrétion. Donc on a des phases d'érosion, des phases d'accrétion. La seule chose dont on est à peu près sûr, c'est qu'on peut mettre en relation directement l'érosion avec les oscillations nord-atlantiques, c'est-à-dire qu'on a des cycles de 7 à 8 ans où on peut avoir des hivers très tempétueux, comme celui de 2013-2014, avec presque 22 tempêtes, donc 4 quand même majeures, où là on a vraiment des phases de transfert sédimentaire intense avec des secteurs côtiers qui subissent de l'érosion très importante. Et ensuite, on a des phases, au contraire, on a une cicatrisation. Donc on a un cycle finalement qui apparaît, mais on n'est pas capable de relier ça à un changement climatique plus long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, ces cycles devaient aussi exister au Moyen-Âge, même à l'époque romaine, mais aujourd'hui, ils existent encore. On les mesure très précisément, mais on n'est pas capable de dire finalement si l'érosion va plus vite aujourd'hui ou si dans 50 ans, l'érosion de la flèche de la Turballe, dans la partie qui n'est pas en rocher ou des falaises de Pénétin, ça sera plus rapide ou moins rapide qu'aujourd'hui. La question, c'est effectivement la position des enjeux. Ici, vous avez un exemple à Piriac-sur-Mer, hein, avec la bande des 100 mètres et son urbanisation. Donc là, j'arrive petit à petit sur le terrain de l'aménagement, où effectivement, on voit qu'il y a une densification de la zone côtière. Et d'ailleurs, vous avez sur le site de l'Observatoire un petit outil pour vous préciser l'emprise de la première ligne d'urbanisation en mètres carrés, et la distance entre le bâti et le trait de côte, où l'on voit finalement que tout est rouge, hein. Bon, la Baule bien évidemment, mais aussi ici, sur les différentes communes du littoral, où on voit finalement que les enjeux par rapport à l'érosion sont disposés beaucoup trop près du trait de côte, et fatalement, quand on voit un peu cette dynamique globale des événements, on ne peut que s'attendre à des problématiques d'érosion, et donc... Encore, je dirais qu'en presqu'île, il n'y en a pas énormément par rapport à d'autres secteurs. Si vous prenez le Cotentin, par exemple, ou d'autres secteurs de France, vous avez tous à l'esprit Soulac, forcément, mais il y a bien d'autres secteurs où les problématiques sont beaucoup plus dramatiques que chez nous. Hein. Si vous prenez le Languedoc-Roussillon, où il y a vraiment un souci intense. Mais là, il y a quand même des endroits où il y a des problématiques d'érosion. Et c'est principalement, non pas en lien avec une accélération de l'érosion, mais c'est bien en lien avec une érosion qui, tranquillement, avance, et puis des enjeux qui ont été positionnés à un moment donné, et puis qui sont vite rattrapés, comme l'immeuble de Soulac, hein, finalement, qui avait été construit à 300 mètres du trait de côte, et qui aujourd'hui a dû être évacué parce que la mer, elle est en bas de l'immeuble. Donc je vais avancer un peu plus vite là-dessus, parce que j'arrive quasiment au terme. Donc après, on peut cartographier tout ça précisément. Juste ça... voilà, ça c'est un indicateur finalement d'un risque d'exposition à l'aléa érosion. Un exemple sur la Tranche-sur-Mer, effectivement, un exercice 2011-1950. Alors en 1950, il n'y a pas de risque parce qu'il n'y a pas de maison. Voilà, mais l'érosion en 1950, elle est de même nature qu'aujourd'hui. Simplement, il n'y a rien à se mettre sous la dent par rapport aux enjeux menacés. Alors, la submersion, c'est le même topo, hein, c'est-à-dire qu'on a des enjeux qui sont positionnés dans de mauvais endroits par rapport finalement à quelque chose qui... ça c'est un petit exercice, hein, avec les différentes côtes impossibles. Oui, vous reconnaissez l'été du Pouliguen. Donc là, on a fait un survol lidar un peu plus précis pour avoir du détail. Et puis après, quand on fait courir la mer là-dessus, alors c'est purement de la topographie, ça ne tient pas compte des bâtiments, mais c'est pour montrer finalement ces problématiques de positionnement d'enjeux par rapport à des variables environnementales qui sont susceptibles d'évoluer avec le changement climatique. Ici, on a une pleine mer de Morteau, KF 40, donc 1,50 m NGF, 2,70 m NGF, pleine mer de Vivo, KF 90. Donc on voit déjà qu'il y a une partie effectivement du Pouliguen qui commence à être sous le niveau, c'est sous le niveau de la mer, pendant la durée de la Vivo. Heureusement, les quais ont été rehaussés, des bâtards d'eau ont été mis et tout ça. 3,40 m plus haute mer astronomique, hein, donc KF 120. 4,1 m épisode Xynthia, KF 102. Voilà, s'il n'y avait pas de défense, voilà ce qui se passerait. Hein. C'est-à-dire que là, si on n'avait pas d'urbanisation et rien pour empêcher
on aurait donc un envahissement progressif de ces petites bandes côtières. Après, donc, il y a le temps de propagation, c'est pas un modèle hydraulique, attention. Hein. 4,50 m Xynthia, plus PHMA. 4,90 m, donc là, on prend l'Otard, qui passerait chez nous, mais c'était pas le cas, qui passerait au moment où on aurait une pleine mer de Vivo par un coefficient de 120, donc c'est un Saros de 18 ans, plus un wave setup important en baie de la Baule. Et puis voilà, on est quasiment au bout, quoi. Et puis on rajoute les 60 cm du GIEC à l'horizon 2100. Et puis voilà. Donc c'est un petit exercice, mais voilà, ça permet de prendre conscience des choses. Donc effectivement, la question, c'est le positionnement des enjeux. On sait que les enjeux ont envahi le littoral après les années 50 et notamment 70. Et donc, ce qui fait que beaucoup de zones bâties le sont en zone basse, et c'est un vrai problème aujourd'hui de réflexion de société par rapport aux défenses côtières. Donc je vais assez vite. Un petit focus, et puis je finis là-dessus. Excusez-moi pour le retard, je suis un bavard, et encore là, franchement, je fais des efforts. Ça pourrait être pire. Alors, 2 minutes, les marais salants, bon, je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens très impliqués par rapport à ces marais salants. Donc les marais salants c'est juste une réflexion voilà, un peu prospective que je voudrais mener avec vous sur les marais salants. Donc c'est un milieu ancien qui est bordé actuellement par un système de protection composé d'un système d'endiguement que vous avez sur la carte en marron. Là. Donc c'est un système d'ailleurs qui est classé en catégorie C et qui protège donc les marais salants d'un côté. De l'autre côté, vous avez les digues aussi de protection de part et d'autre de l'étang du Pouliguen. Donc c'est un système d'endiguement qui est classé en catégorie B, parce qu'il y a effectivement entre 3 et 30 000 personnes, d'après le décret de 2015, qui est protégé par ce système. Et il a été donc effectivement rehaussé, voilà, avec des travaux, des portes avec des bâtards d'eau pour, voilà, au moment de la surcote, si elle arrive, hop, on ferme tout et on étanchéifie un peu le compartiment qui est surbaissé derrière. Classique. Donc on voit ici, donc là les travaux n'ayant pas déjà été faits, le retour d'expérience de la tempête Xynthia, donc réalisé par l'actuel CEREMA, qui était CT à l'époque, et où on voit effectivement la façon dont un épisode Xynthia envahit le marais. Alors c'est pas du remplissage de bassines, mais ça se propage quand même assez vite, et comme le temps de la marée redescend, voilà, il y a une entrée d'eau pendant quelques dizaines de minutes, voire plus, voire 1 heure ou 2, et ensuite la mer redescend, mais après si les brèches sont faites, quand la mer remonte, ça repart et tout. Enfin, voilà un petit peu le bilan intéressant d'un événement extrême comme Xynthia dans les marais, que vous connaissez tous d'ailleurs, d'un côté et de l'autre du marais, bien entendu. Donc la question du marais, elle est double. C'est une question topo, puis c'est une question aussi d'histoire. Ici, vous avez un marais, là c'est un survol lidar sur l'ensemble du marais avec les codes d'altitude du marais. Donc je fais un zoom. D'ailleurs, c'est une des parcelles, pour ceux qui connaissent bien le marais, qui était répertoriée au XIIIe siècle. Donc vous voyez, là, dans cette partie-là, on a des vieilles parcelles. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la bordure ici du marais. On voit qu'on a effectivement une digue très fine. Là, c'est un survol 2010. Et je fais un petit exercice aussi. Je fais monter le niveau de la mer sur cet ouvrage pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, par exemple, là, je mets la marée haute avec un coef de 59, c'est-à-dire samedi le 16 octobre, cet après-midi à 15h13. Si vous allez à cet endroit-là, donc vous verrez normalement la ligne d'eau qui va arriver là, qui va border les digues. Vous avez donc une hauteur de 1,99 m NGF, qui correspond à 4,85 m en côte marine. Attention, c'est pas la même côte. Donc 1,99 m. Ensuite, je fais monter un petit peu. Je mets une marée de pleine mer de Vivo avec une hauteur de 2,54 m. Donc si vous regardez ici sur la partie droite, vous voyez qu'effectivement la mer a été un petit peu plus haut. Et puis, etc. Là, je mets une marée une pleine mer avec la PHMA. C'est la marée maximum astronomique qu'on puisse avoir ici, qui est avec un coef de 120. C'est donc une occurrence de 18 ans et quelques. Donc tous les 18 ans, on a cette PHMA qui peut arriver. Et donc, si elle arrive là, voilà, on a 3,27 m. Et on commence à voir que les digues s'effritent un petit peu par-ci, par-là. Et puis, on poursuit. Alors, la côte Xynthia, l'ouvrage est effacé quelque part par la côte, puisqu'on est ici à 4,22 m. À certains endroits, on voit quasiment plus le rempart. Et puis, si on rajoute les 20 cm... donc intégrant le début du changement climatique dans les différents documents, mais on ne voit plus les digues. Et puis, ça veut dire qu'en gros, ici, je fais un zoom sur une petite partie de la digue du marais.
Alors je ne sais pas si c'est tout à fait, si c'est suffisamment précis, j'ai pas été voir, c'est pas un survol drone, là, mais c'est 2 survols lidar, donc 2020 et 2011, et où l'on voit effectivement ici, lorsqu'on propage la pleine mer astronomique, un coef de 120, donc 3,27 m en cote NGF, on voit ici qu'en 2020, ça rentre, hein, comme en 2011, mais on a l'impression qu'en 2011, il y avait peut-être eu des travaux à la suite de Xynthia, mais en 2020, on voit qu'il y a des travaux à refaire peut-être, mais à d'autres endroits, on voit au contraire apparaître des trous dans les défenses. Ici, par exemple, en 2011, vous voyez, c'est à cet endroit où la digue fait comme ça. Là, vous avez un trou qui est apparu en 2020. Donc, il y a une zone de faiblesse, ce qui laisse à penser effectivement que les ouvrages ne peuvent pas résister effectivement à des occurrences importantes d'événements très puissants. Alors, la question que je me pose, et quand même, pour pas ultra dramatiser, et je finirai là-dessus, ici, c'est des petites cartes qui ont été dessinées dans le cadre d'un programme Interreg Écosal et avec la contribution extrêmement précieuse de Gilda Buron, qui connaît très bien le sujet. Ici, vous avez, là j'ai repris dans l'ouvrage là, qui est peut-être d'ailleurs affiché en bas dans l'exposition, que j'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Mais bref, ici vous avez donc le marais avec les taches rouges correspondant aux salines en usage au cours du temps. Donc je regarde notamment celle du XIIIe siècle qui m'intéresse plus particulièrement. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, au 9e, 12e siècle, les documents ne sont pas très nombreux, on ne sait pas trop jusqu'où va le marais. Donc à cette époque-là, c'est une lagune. Vous imaginez une lagune avec, c'est un milieu humide avec la mer Carie, la Slick, le Chor, les présalés derrière. Et puis on commence à imaginer des gens qui vont commencer à installer des petites salines comme ça à l'arrache, comme ils peuvent. Mais surtout, au XIIIe siècle, ça devient intéressant parce qu'on voit que celle-là, celle que je vous ai montrée rapidement tout à l'heure avec le lidar, elle se situe quasiment au milieu de la zone, là, entre la succession d'îlots rocheux là, et le coteau de Guérande et puis les deux flèches, le tombolo double de Guérande. Et on voit que, quelque part, ça veut dire que dans tous ces endroits, potentiellement, le marais il est quasiment constitué, quoi. Il y a des salines qui sont en usage. Et puis, au XIVe siècle, on voit que finalement, il y en a un petit peu partout qui sont recensés. Donc ça veut dire que quelque part, le marais il est installé quasiment au XIVe, XVe siècle. Il est en l'état actuel. Et voilà, vous avez l'image du marais au XVe siècle, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de documents. Mais dès lors qu'il y a déjà des salines à ces endroits-là, on peut imaginer que l'ensemble de la lagune déjà commence à être travaillé par les hommes. Donc c'est un milieu très ancien, hein, qui a à peu près obtenu sa stabilité au XIVe, XVe siècle. Et donc c'est là que je veux en venir, c'est que finalement, comme toute lagune se colmate, donc là on a une lagune qui est en voie de colmatage, avec 2 exutoires, donc le Trek d'un côté, Pimbron, puis de l'autre côté le Pouliguen, et ici on a un marais qui est constitué et qui finalement se constitue sur une zone de colmatage. Mais pourtant, on se pose la question, il s'installe là alors que la mer monte. Alors je fais un petit exercice rétrospectif, ça sera ma dernière diapo. Ici, on est donc... le trait en bleu foncé, c'est la remontée au niveau de la mer au marécage de Saint-Nazaire. 15 cm sur un siècle. Après, à partir de là, 2020, en rouge, c'est ce qui est projeté. Alors voilà, c'est un schéma. Et puis, je fais du rétrospectif maintenant. Je n'ai pas d'informations super précises sur le niveau de la mer sur les siècles précédents, mais en imaginant et en faisant l'hypothèse que le petit âge glaciaire n'est pas trop impacté, n'est pas engendré une petite diminution dans la remontée moyenne au niveau de la mer, ou l'optimum médiéval, etc., tout ce que vous voulez. Il y a eu des petites variations climatiques, mais en gros, le niveau de la mer, il augmente à peu près régulièrement. Donc si je mets les 1 mm, 1 mm 2 du siècle et demi, et je le fais remonter dans le temps, vous voyez, à partir du moment où le marais va être constitué entre l'an 1000 à peu près et l'an 1400. Ça veut dire que les premières salines du marais ont commencé à être installées, si vous faites le lien avec la carte précédente, ici, hein, au 9e, 12e siècle, eh bien, le niveau de la mer, le niveau moyen de la mer au moment de la création du marais était 1 mètre en dessous du niveau actuel. Ça veut dire que, finalement, depuis qu'il existe ce marais, il a encaissé 1 mètre d'élévation du niveau moyen de la mer. Et donc là, on se projette sur un siècle avec une perspective négative de l'ordre de 40 à 60 cm. Donc ça veut dire que quelque part, le marais, il s'est construit dans une phase où le niveau de la mer était peut-être remonté peut-être un peu plus vite, parce que de toute façon, il s'est progressivement ralenti
Au début de l'Anthropocène, il y a 3 siècles, où l'activité humaine, au lieu d'accompagner ce ralentissement du niveau de la mer, parce que finalement on est rentré dans la prochaine période glaciaire quelque part, astronomiquement, mais l'activité humaine fait que c'est différé peut-être de quelques siècles. Donc il s'est construit dans une phase de remontée assez, pas très rapide, mais qui commençait à fléchir du niveau de la mer, et ça s'est poursuivi jusqu'à l'actuel. Donc ce que l'on vit aujourd'hui, évidemment, ça a toujours été vécu par les anciens qui ont construit le marais, et qui ont toujours fait l'effort de le maintenir en place, dans un contexte où le niveau de la mer augmente, et donc la mer ramène du sédiment. Donc quelque part, j'ai même la faiblesse de penser qu'une saline, la saline ancienne là, du XIIIe siècle, si on avait pu avoir un coup de DGPS pour voir sa cote d'altitude à l'époque et aujourd'hui, je suis presque convaincu que le marais il monte quasiment tout doucement au rythme finalement de cet eustatisme assez lent, et que tous les aménagements qui sont faits, tout le travail humain, curer, remettre préparer les salines, adapter le réseau hydraulique, tout ça, ça accompagne finalement une espèce de mouvement naturel. La difficulté aujourd'hui, c'est que le mouvement s'est un petit peu accéléré. Et de ce fait, le risque, c'est effectivement que ceux qui travaillent dans le marais, qui le maintiennent, soient pris un petit peu de court là, par cette petite accélération là, de fin de siècle de la remontée au niveau de la mer. Mais en tous les cas, au niveau des surcotes et au niveau des tempêtes, il n'y a pas grand-chose à craindre. On est dans une période plus chaude, donc il n'y aura pas d'événements catastrophiques, plus que ce que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc voilà, on a une vraie question de société qui se pose aujourd'hui. Donc je finirai juste là-dessus en disant que voilà, après c'est une question de stratégie, comment adapter le territoire aux contraintes futures et notamment au changement climatique. Mais je pense qu'il faut remettre le changement climatique là où il est, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais que véritablement on a des aménagements d'un côté qui ont été faits un petit peu de façon cavalière, je pense à l'urbanisation, les zones d'activité, les routes, après les années 50, 60, 70, qui fait qu'aujourd'hui on a des vraies préoccupations de société sur les risques associés à l'érosion et à la submersion. Mais de l'autre côté, en presqu'île, on a un ensemble, donc le Marais Sallant, qui a une identité patrimoniale, qui a été constitué il y a plusieurs siècles, dans un contexte de remontée au niveau de la mer, qui s'adapte. Et donc il faut aussi, bien entendu, et c'est probablement des décisions politiques et économiques qu'il faudra prendre pour savoir quoi faire avec ça, mais c'est un sujet qui mérite d'être débattu et en tous les cas traité avec la plus grande attention, parce que même si le Marais, donc à l'époque médiévale ou autre, exportait son sel partout en Europe, il y avait une très grosse pression en matière de demande de cette ressource. Aujourd'hui, la ressource saline, elle existe. Enfin, bien sûr, le sel de Guérande, il est connu partout à l'international, mais c'est plus que le sel, c'est un paysage associé au sel, finalement une identité patrimoniale qu'il est nécessaire de protéger. Donc il faut vraiment discuter pour voir comment faire et quelle solution trouver. Mais là, c'est pas mon métier. Moi, je fais juste le bilan un peu du changement climatique. Donc je vous remercie. Excusez-moi d'avoir débordé. Non, tu n'as pas débordé, c'est comme la mer. Non, merci. Madame le député, un petit message peut-être au colloque ? Avec plaisir, monsieur le diplomate. Donc bonjour à tous. Je salue le public présent et puis bien évidemment les associations organisatrices, tous les bénévoles et monsieur Robin que j'ai déjà eu l'occasion d'auditionner à l'Assemblée nationale il y a à peu près 2 ans et demi de ça, lors de la mission sur les risques climatiques majeurs. Et effectivement, suite à cette mission, j'ai travaillé après en continuité pour protéger la population et puis aussi protéger les professionnels parce que on avait une problématique liée à un manquement au code civil, au code rural concernant les paludiers. Vous savez qu'il y a à peu près 500 paludiers en France et aux alentours de 400 dans notre territoire et que les paludiers, finalement, ils n'avaient pas une classification comme des vrais agriculteurs parce que ce qu'ils extraient, donc, c'est un minerai. Et pour être un agriculteur, il faut avoir soit, par exemple, travaillé un produit végétal ou un produit animal. Et donc, depuis 30 ans, ça posait quand même beaucoup de soucis, notamment pour la protection des paludiers liés à l'impact des changements climatiques, parce qu'ils avaient des difficultés à avoir des indemnités lorsqu'il y avait des catastrophes climatiques. Donc pour les protéger, j'ai demandé à faire en sorte qu'on puisse avoir un amendement dans une proposition de loi sur les cultures marines, un amendement que j'ai co-signé avec d'autres députés de la façade atlantique. Et donc
donc maintenant, les paludiers sont beaucoup plus protégés et auront en tout cas une garantie beaucoup plus ferme si on a des risques climatiques et des catastrophes climatiques qui les touchent. Voilà, c'était juste ça que je voulais ajouter. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps, mais merci de m'avoir donné la parole. Et puis encore bravo à tous pour cet événement de qualité. Et j'espère que vous pourrez le renouveler avec plaisir. Je participerai une nouvelle soirée. Merci. Donc merci. Je vais maintenant... Catherine, j'ai combien de temps à peu près pour les questions? Il est quelle heure? Il est 12h15, 12h20 même presque. Bon, alors on se donne 10 minutes. Si vous voulez bien lever la main et dire qui vous êtes quand vous poserez des questions. Alors, le premier rang... Là, pardon, il y a le... Non, excusez-moi. Tu choisis. Mais on reviendra à vous, monsieur. Bonjour, je suis un simple citoyen, moi aussi, du Croisic. Ma question est la suivante. Je n'ai pas bien compris la série que vous avez reconstituée de tempêtes ayant les mêmes caractéristiques métriques que Xynthia en termes de hauteur de marée, surcote de houle et surcote atmosphérique. On voyait sur quelques décennies plusieurs dizaines de tempêtes équivalentes à Xynthia qui n'ont pas créé d'impact particulier. Merci de répondre rapidement sur cette question très technique, très intéressante, mais très technique. Écoutez, je propose que vous répondiez tout à l'heure, après à cet intervenant. Je peux répondre très vite. La question suivante, si vous me permettez un peu d'autorité, c'était monsieur. Mais vous voyez après Non, juste pour répondre à monsieur, ici vous avez Xynthia. Et ici, vous avez, si je remets les paramètres exacts de la tempête Xynthia, je n'ai qu'un point rouge sur la série. Donc j'ai juste diminué un petit peu la surcote au large. Et quand on diminue un des trois paramètres, on se rend compte qu'on a un certain nombre d'événements qui sont pas de niveau Xynthia, mais presque, c'est tout. C'est juste pour faire ressortir le nombre de tempêtes et voir si des tempêtes qui s'approchent de Xynthia, mais avec un impact un petit peu moins sur un des compartiments du système, apparaissent dans une série statistique longue. Voilà. C'est juste pour montrer que Xynthia n'est pas une tempête unique, mais que certaines tempêtes sont quasiment comme elle. Et il suffirait de peu de choses pour avoir la même chose. Merci. Monsieur ? Alors, il faut redire son nom, et le monsieur me dit très rapidement. Rémi Gautron, Guérande d'environnement, association locale. Monsieur Robin, qui est un spécialiste et un scientifique, comme il a dit, mais il est aussi un citoyen, a parlé dans son exposé d'enjeux. Nous, on n'emploie pas ces mots-là. On dit permis de construire. Vous voyez ce que je veux dire ? Nos amis de la Faute-sur-Mer, les associations amies de la Faute-sur-Mer avaient signalé au maire qu'il ne fallait pas construire là. Il a été question de mémoire. Les anciens avaient dit, c'est de l'eau là. Elle reviendra à l'eau là. On a une digue. Oui, l'eau a fait le tour. Comme elle fera le tour par l'étang du Bouliguin, par l'entrée au bout de Pimbron, l'eau fait le tour. Voilà. Alors nous nous sommes opposés à une construction immobilière de 365 appartements en bordure de marais, projet barrière. Nous nous sommes opposés au projet Vénétie, avec une maison de retraite sur un tas d'ordures. Nous nous sommes opposés au projet du maire du Bouliguin, Porte Corrigan, immeuble, appartement, dans une zone inondable, entre le Ballas de chemin de fer, laitier, etc. Nous nous sommes opposés. On ne gagne pas tout le temps. Ici, actuellement, depuis un certain nombre d'années, il y a eu 50 recours pour des constructions de maisons, de campings, d'immeubles en bordure de littoral, loi littorale, qui est encore à nouveau attaquée maintenant par les gens qui nous représentent. Il y avait la députée ici,
Elle s'est enfuie. Non. Je ne sais pas si elle savait que j'allais parler. Si vous me permettez. Non, mais vous me permettez. Elle pourrait assister je sais au que débat. vous me permettez parce que je suis aussi bavard que vous, donc Oui. on peut faire ça au ping-pong très longtemps. Non, mais C'est à moi la parole. Donc, ce que je voulais vous dire, nous sommes en phase de questions à l'orateur. J'ai bien compris votre intervention. Je vous ai laissé bien volontiers. Je comprends d'ailleurs qu'elle correspond tout à fait au trait de côte qu'a dessiné l'orateur en montrant que, comme pour les animaux féroces, les humains se rapprochent des animaux féroces, donc les animaux féroces les mangent. De la même manière, les humains se rapprochent de l'eau qui monte, et donc l'eau les mange. J'ai bien compris ça. C'est ce que vous vouliez dire, oui. Et je crois que je vais vous remercier, parce que je ne pense pas que... Monsieur a dit « je suis un scientifique », mais il a dit aussi « je suis un citoyen ». Nous, Oui. on n'est pas scientifiques, on se sert, mais nous sommes des citoyens Oui. qui défendons Mais les erreurs, à ne pas refaire des erreurs du passé. Merci. Mais je vous en prie, votre intervention fait partie d'ailleurs du compte-rendu ensuite qui est enregistré du colloque, bien sûr. On a quelqu'un d'autre? On est ici. Oui, Philippe Mulset, président de l'association Patrimoine en Presqu'île. Oui. Moi, j'avais une interrogation. Voilà. J'avais une interrogation sur l'influence du changement climatique sur les courants marins et est-ce qu'il y a à craindre des modifications importantes dans la circulation océanique et un impact éventuel sur l'ensemble de ce que vous avez présenté. Alors, oui, je ne vais pas remonter les diapos, j'avais 2-3 diapos. Alors, alors là, c'est un niveau plus global. Effectivement, nos littoraux, le principal impact de ce qui est observé en ce moment dans l'océan, c'est le ralentissement de la dérive nord-atlantique. Hein. Donc ça, c'est l'ACMO qui est en train de perdre un peu de puissance, hein, avec voilà, il y a tout un système courantologique. Donc, si la dérive nord-atlantique diminue, cela veut dire qu'on va, nous, vivre le changement climatique à travers un refroidissement de 1 ou 2 degrés du climat dans l'ouest. Donc, s'il y a un refroidissement du climat, alors après, ce qui n'est pas bien clair, c'est la façon dont les courants d'altitude fonctionnent, hein, en distribuant finalement les pressions, les anticyclones dans l'hémisphère nord. Ça, c'est quelque chose il y a des modèles qui existent, mais qui permettrait peut-être de laisser envisager qu'en cas de diminution de la dérive nord-atlantique, on aurait un refroidissement et peut-être des séquences de tempêtes un peu plus importantes. Mais voilà, à partir de là, c'est très très difficile d'aller au-delà, quoi. 2 questions. La première, je ne sais pas où elle est. Et la deuxième non plus. Ah oui, alors première question ici. J'ai vu un bras par là, je ne sais pas. Et une troisième question parce que c'est Catherine. Alors. Oui. On vous remercie je suis faible. De cet exposé bien clair. On a vu que on a compris que si on veut investir sur la boule, il vaut mieux acheter à partir du 3e étage. Après, votre exposé présente le changement climatique comme étant quelque chose de naturel. Alors, tout le monde parle aujourd'hui que c'est quand même la main de l'homme et tout ce qu'on lui fait subir à notre planète qui entraîne les changements climatiques. Alors, votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Alors, j'ai présenté donc sur quelques diapositives le changement climatique comme étant quelque chose de naturel. Donc d'ailleurs, le terme changement climatique prête à confusion. On devrait parler d'évolution climatique. C'est-à-dire que là, on est dans une phase interglaciaire. Donc le niveau de la mer finit son augmentation et comme il y a 120 000 ans, il va se remettre à descendre et certains indicateurs océanique le montrent. On a déjà basculé. Au niveau des paramètres qui contrôlent finalement les grandes glaciations, on a déjà basculé dans la prochaine phase glaciaire. Hein. Donc, quand on regarde un peu les cycles, notamment de Milankovitch, donc là, c'est des problèmes astronomiques. On ne va pas rentrer dans ces détails, mais voilà. Donc, ça veut dire que normalement, par effet d'inertie,
l'océan est réchauffé, donc il se dilate et les glaces fondent et donc le niveau de la mer continue d'augmenter, même si on commence à basculer dans une prochaine glaciation qui interviendra dans plusieurs milliers d'années. Mais voilà, on est quasiment au sommet de la courbe. Donc ça, c'est l'évolution du climat. Et à partir de l'Anthropocène, l'activité humaine a contribué à réchauffer, bien entendu, le climat planétaire, donc a contribué à augmenter finalement, pour une petite partie, la fin de cette élévation du niveau de la mer. Donc effectivement, pendant plusieurs siècles, l'élévation du niveau de la mer que l'on va constater ne sera plus imputable à des causes naturelles, mais effectivement à l'activité humaine sur la planète. Mais aujourd'hui, on a du mal à savoir exactement, et quand on lit notamment les rapports du GIEC, le pourcentage de la remontée du niveau de la mer imputable aux effets naturels et imputable aux effets humains. Mais il est clair qu'à 90%, que l'accélération que l'on observe depuis une trentaine d'années est imputable à 90-95%, donc aux activités humaines planétaires. Mais il faut savoir que les humains participent à la modification du climat, et même parfois plus qu'on ne l'imagine. Il y a une publication récente dans Nature Report là, qui est sortie en 2019 par une équipe de collègues nord-américains qui a montré que l'arrivée... Alors, là aussi, beaucoup de données statistiques ont été dépouillées, de modèles ont été tournés, parce qu'aujourd'hui, on fait une hypothèse, on fait tourner un modèle et on regarde ce que ça donne en sortie. Mais il apparaît assez troublant de voir que, par exemple, entre 1500 et 1600 à peu près, donc l'arrivée de la colonisation nord-américaine a introduit sur le continent nord-américain donc des virus et a entraîné une diminution de plus de 80% de la population du continent nord-américain et centra-américain. Et donc ça, c'est un fait qui a été avéré à travers toute une recherche bibliographique. Et la conséquence, c'est que c'était des populations rurales qui avaient aussi défriché, qui faisaient de la culture, etc. La conséquence, c'est qu'il y a eu recréation d'un puits de carbone d'une surface à peu près équivalente à la France. Donc ça veut dire que les forêts ont poussé, les friches, puisque la population avait été décimée par les maladies, il n'y avait plus personne pour entretenir les paysages ruraux, donc la forêt a redémarré partout. Et donc un puits de carbone grand comme la France aurait... Alors c'est ça leur hypothèse assez audacieuse, mais ça mériterait plus d'études, mais c'est très troublant quand on regarde les courbes de concentration, quand on regarde les carottes notamment de glace, les ratios oxygène 18, oxygène 16 sur les carottes de glace au niveau des pôles ou des choses comme ça, il y a pas mal d'indicateurs. La chose qui est assez troublante, c'est de voir que finalement cette période correspond presque... les courbes matchent pour montrer que le petit âge glaciaire correspond à cette phase de recréation d'un puits de carbone à peu près grand comme la France sur le continent centre- et nord-américain. Donc ça veut dire que la végétation repousse et elle bouffe le carbone, qui est incriminé aujourd'hui pour, au contraire, avec nos excès, nos fonctionnements... Merci Marc. On va passer à la question suivante. Non, mais vous avez bien répondu. Non, mais je pense que c'est pour dire que... Voilà. Donc il y a une partie importante... Il y a une table ronde aussi ce soir, hein. Mais je pense qu'il y aura d'autres sujets, peut-être... Non, mais vous avez vraiment bien répondu. J'ai une question et ensuite la dernière. Je ne sais pas qui c'est. J'ai vu un bras se lever par là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il se relève ou pas? Non. Bon, alors, Catherine, tu as droit à une question. Oui, merci. Catherine Bayache, qui ne veut pas dire son nom. Oui, Catherine Bayache. Donc... vice-présidente de l'association Patrimoine en Presqu'île. Et donc, je suis heureusement surprise, et j'avais déjà entendu une partie de la conférence, de savoir que le réchauffement prévu, pas réchauffement, mais la montée des eaux prévue est une montée à laquelle on peut s'adapter, et que l'humain s'est adapté. Normalement, pour que les marais puissent continuer à faire leur travail avec le travail humain qui y est, des solutions sont proposées, vous en avez sans doute entendu parler, qui serait de fermer le trait du Croisic par une porte, et c'est le laitier du Pouliguen aussi, mais qui ne se mettrait en cause que lors des surcotes. Et ça veut dire qu'on change effectivement un peu le paysage. Est-ce que pour vous c'est une adaptation, ou est-ce que c'est finalement une évolution normale de l'humain vis-à-vis des menaces qui y arrivent?
Ça, c'est une question qui est à la fois simple et complexe. Une adaptation, c'est vrai qu'avec la technologie, on peut très bien imaginer des choses, mais bon, mettre des portes sur des estuaires, comme la Tamise, par exemple, qui a marché quelques fois là, depuis l'an 2000, enfin depuis ça, chaque année, elle doit fermer quelques fois pour écréter. Après, c'est une question d'enjeu, effectivement, d'identification d'enjeux. Lorsqu'il y a des enjeux humains, on met beaucoup de technologie. Quand les enjeux ne sont pas forcément humains, on peut discuter et débattre. Après, il y a des solutions techniques et après, c'est une réflexion économique et sociétale. Par exemple, les marais salants, comment les protéger? Alors, effectivement, barrer le trek et barrer l'étang du Pouliguen, c'est une solution technique qui pourrait marcher. Ensuite, une deuxième solution, on ne met pas de porte à l'entrée des deux grands exutoires du Tombolo double et on renforce le système d'endiguement en mettant peut-être des portes aux entrées des étiers. Une deuxième solution. Une troisième solution, c'est de laisser faire et puis de brouter malheureusement. Enfin, c'est un travail énorme. Vous avez vu la carte, le retour Xynthia, donc il y a... Une autre solution serait... alors là, je dis ça me passe par la tête comme ça, mais franchement, ne prenez pas ça pour de la provoque. Mais ça pourrait être de dire, on replie un petit peu, puisqu'aujourd'hui, il y a une doctrine plutôt de recomposition territoriale pour s'adapter véritablement. Et ça pourrait être, quand on regarde la carte de submersion Xynthia du Marais, il y a une bande inondée qui a l'air d'être inondée dès qu'il peut y avoir, dès qu'il y a eu ce problème et dès qu'il peut y avoir d'autres problèmes de ce type. Ça pourrait être de dire, ces salines-là, il faut les abandonner, les laisser comme finalement espace qui encaisse les surcotes, puisqu'on est dans une lagune qui a vocation à se colmater, et puis on relocalise peut-être plus loin. Il y a peut-être d'autres territoires sur lesquels, dans le cadre du Marais, remettre en fonction peut-être des parties du Marais qui ne le sont pas aujourd'hui. Enfin, il y a plein de questions, depuis une technologie à la hollandaise ou où on fait un mur finalement et puis la mer monte au milieu d'un trou d'eau, jusqu'à une adaptation un peu quand c'est possible. Donc là, c'est véritablement un débat de société, donc c'est pas à moi de trancher, mais techniquement, évidemment, mettre une porte dans le Trek et au Pouliguen, c'est possible. Après, est-ce qu'on en veut? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un vrai débat. Merci Marc. C'est pas mon rôle. Moi, j'essaie de réfléchir à ça, mais après, c'est une discussion citoyenne. Merci Marc. On se retrouve... oui, il le mérite, absolument. On se retrouve à 14h15